RMC, After Afrique, Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast After Afrique, notre podcast 100% football africain, 2 fois par mois, des invités, des débats, des infos qui vont nous emmener vers l'événement de l'année sur le continent africain, la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 21 décembre au Maroc. Avec nous, comme à chaque épisode évidemment, notre spécialiste football africain, Hamza Ramani. Salut Hamza. Bonjour à tous. Après le Maroc, après la République démocratique du Congo, l'Algérie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, place au Mali cette semaine. Est-ce enfin l'année des aigles? Sélection séduisante, vivier important, souvent placé mais jamais gagnante. Après la crise joueur-fédération l'été dernier, la situation s'est-elle apaisée? Le sélectionneur belge Tom Saintfiet est-il l'homme qui peut offrir un premier titre au Mali? Tombe bien, on lui posera la question car c'est notre invité cette semaine dans le podcast After Afrique. Et en fin de podcast, Hamza, toutes les infos, l'actualité du foot africain. De quoi on parle cette semaine? On parlera beaucoup d'Égypte, le Zamalek, la sélection et puis Hugo Bros qui arrêtera dans très peu de temps finalement. Vous écoutez le podcast After Afrique, c'est parti! Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Nos invités, j'accueille tout de suite Cédric Kanté. Salut Cédric. Salut à tous. Heureux de te retrouver. Je rappelle, tu as porté 43 fois le maillot des Aigles du Mali, ancien joueur de Strasbourg surtout. Nice aussi, Panathinaikos, champion de Grèce. Sochaux notamment et consultant Canal+ Afrique. Tu as aussi été pendant quelques temps, très court, manager de la sélection malienne. Ça a duré combien de temps? Un rassemblement. Un rassemblement, d'accord. Mais 2 matchs de victoire. Voilà. Invaincu avec le Mali en tant que team manager des Aigles. Et donc après Sébastien Desabre, après Emers Faé, on a le plaisir de recevoir un autre sélectionneur francophone dans l'After Afrique. Il est belge, Tom Saintfiet est avec nous. Salut Tom. Salut, comment allez-vous? Bah nous on va bien, on est très heureux de vous recevoir. C'est ça qui est bien avec le foot africain, c'est qu'on peut parler directement avec les sélectionneurs. Je rappelle, là il me faut une demi-heure pour égrener votre CV, c'est très important de le faire aussi. Sélectionneur belge du Mali depuis août 2024, 8e sélection africaine. Après la Namibie, le Zimbabwe, Éthiopie, Nigeria, Malawi, Togo, Gambie et donc le Mali. Je n'oublie pas également hors Afrique le Yémen, le Bangladesh, Trinité et Tobago, Malte et la sélection des Philippines et des clubs en Belgique notamment. Il y en a d'autres dans d'autres pays bien sûr. Ça fait une vingtaine de pays dans votre liste de voyages, de grands voyages en tant que sélectionneur de 12 nations sur 4 continents différents. D'ailleurs, on voit derrière vous, alors, tous ces maillots-là, c'est les maillots des clubs et des sélections que vous avez entraînés, Tom? Ce sont seulement les 12 sélections que j'ai travaillé. Les 12 sélections. Lequel vous préférez? Mali. Évidemment. Merci. J'attendais la bonne réponse. Mais forcément. Vous étiez aussi longtemps sélectionneur de la Gambie, c'est important de le dire. Pendant 6 ans, c'est votre plus long parcours à la tête d'une sélection. Et vous n'avez que 52 ans, Tom. Là, on a l'impression qu'on parle d'un CV d'un homme de 85 ans, tellement vous avez baroudé, travaillé. On parlera de votre palmarès également dans un instant. Vous êtes dans quel état de forme à 52 ans? Pas épuisé par tous ces voyages, ces allers-retours en Asie, en Europe, en Afrique notamment? Non, j'ai commencé avec l'âge de 24 comme oui. entraîneur principal. La raison que j'ai un grand CV dans l'âge de 52, c'est clair que j'ai commencé plus vite comme joueur. J'ai arrêté mon carrière à 23 et commencé comme entraîneur avec 24, comme entraîneur professionnel avec 28 et comme sélectionneur avec 35. Non, je suis en forme et je suis toujours jeune dans ma tête. Mes genoux ne sont pas jeunes. Jouer le football, c'est toujours catastrophique. Mais ça va. Mais je ne suis pas seulement belge, je suis aussi gambien parce que l'année passée, j'ai reçu un passeport et la nationalité gambienne. J'ai aussi un passeport diplomatique gambien. C'est un grand honneur pour moi d'être africain, d'être gambien. C'est un grand honneur après 5 ans et demi travailler là-bas. Nous, quand on voit votre CV, on pense, nous, Français, à Claude Leroy, bien sûr, sauf que tous les deux, vous et Claude Leroy, vous n'êtes pas les recordman de sélection sur ce continent africain. Il y a un Allemand qui s'appelle Rudi Guttendorf qui, lui, a entraîné dans 32 pays différents. Est-ce que c'est un objectif de battre son record ou pas du tout? C'est pas l'idée. Non. La raison que je suis sélectionneur, c'est seulement je veux aller aux Coupes du Monde. C'est mon ambition et c'est pas possible avec un club. Naturellement, il y a la Coupe du Monde du club maintenant, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je veux travailler avec une sélection aux Coupes du Monde et j'ai commencé à l'âge de 35 comme sélectionneur, mais j'ai jamais de l'ambition de travailler avec beaucoup de pays. Mais dans mon carrière,
Je suis pas un nom comme comme Kluivert ou Matthäus. J'ai commencé avec des petits pays et j'ai travaillé mon route avec des bons résultats. Et ok, j'ai travaillé dans des pays avec des contrats courtes, Malawi pour 3 mois, 5 mois en Éthiopie, parce que plusieurs fois, il y a des pays qui cherchent un entraîneur pour 2, 3 matchs. Et dans ce temps, dans mon âge, je dois accepter ça pour une bonne expérience. Maintenant, mon situation est différente, mais ce sont des choix dans mon carrière et c'est la raison que j'ai travaillé avec beaucoup de pays. Et je pense que c'est bon pour mon expérience. Maintenant, je suis plus riche avec mes idées de football, avec mon expérience au monde. Et ça a aidé. Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de peuples qui jugent pourquoi il a travaillé 3 mois là-bas, 4 mois là-bas. Mais on sait que les petits pays ne signent pas un sélectionneur pour longtemps, seulement ce temps-là, seulement pour les derniers matchs de qualification. Mais je suis content avec tout ce que j'ai fait. C'est vrai qu'il peut toujours y avoir le risque d'une réputation de mercenaire quand on enchaîne les pays, les contrats courts en Afrique. À votre palmarès, je précise, il y a 2 qualifications à la CAN avec la Gambie, donc, dont un quart de finale en 2021. Il y aura une 3e Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera bien sûr avec les Aigles du Mali dont on va parler, les ambitions, bien sûr, l'enjeu pour vous avec votre groupe. Cédric, toi, l'international malien, quand tu as appris que Tom Saintfiet était nommé en août dernier 2024 sélectionneur de ta sélection, comment tu as réagi? Quelle image il a, Tom, sur le continent africain? Il l'a dit à plusieurs reprises, c'est un amoureux du continent. Il est arrivé en 2008, il a toujours été admiratif de ce continent, de ses sélections, de ce football. Donc honnêtement, quand j'ai vu qu'il était nommé, c'était presque un soulagement. Parce qu'on sortait d'une épreuve très difficile, avec pas mal de tensions entre les joueurs et la FEMAFoot. Avoir un sélectionneur qui coche toutes les cases, qui apporte un peu de bienveillance et qui apporte aussi une méthode. Puisque la Gambie, c'est très proche du Mali, donc on a suivi avec attention le travail qu'il avait réalisé. On l'avait vu en interview sur le plateau de Canal+ Afrique, mais voilà, il a qualifié la Gambie pour sa première CAN. Il y a eu un superbe travail de fait sur presque 6 saisons, c'est énorme pour un sélectionneur. Oui. Donc je pense que c'est le sélectionneur qu'il nous fallait au Mali par rapport à la période, parce que même lui, ça va le faire progresser, parce que c'est des joueurs plus talentueux. Donc c'est aussi un challenge pour lui, et pour nous, je pense que c'est bien d'avoir un coach qui connaît l'Afrique et qui sait mettre des méthodes en place. Tom, est-ce que la sélection malienne, on a parlé de la Gambie et d'autres sélections, c'est la sélection, vous avez le sentiment d'avoir franchi un cap en rejoignant les Aigles du Mali en termes d'ambition et de potentiel? On parle de vivier, on parle d'effectifs également. Pour le moment, peut-être oui, mais la sélection gambienne a développé aussi les dernières 6-7 années les joueurs comme Yankuba Minte qui joue à Brighton, Moussa Berro, Omar Colley. Il y a beaucoup de noms maintenant aussi qui jouent avec des grands clubs en Europe, mais notamment Mali a une grande réputation, 72, être 2e au CAN, plusieurs fois 3e, 4e. Chaque fois être qualifié les dernières 20 ans, je pense, pour le CAN. C'est une équipe avec beaucoup de choix, avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de bons joueurs et avec l'ambition pour être champion d'Afrique pour longtemps. Au Gambie, il y a beaucoup de qualités, mais jamais qualifié quand j'y arrive. Maintenant, les demandes sont différentes et c'est exactement ce que je veux. Justement, coach, les demandes différentes, on a égrené tout à l'heure votre CV. Là, vous avez la possibilité pour la première fois de votre carrière d'entraîner une sélection qui a le potentiel, en tout cas, pour aller en Coupe du Monde. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose au moment où vous prenez ces fonctions de sélectionneur du Mali, vos premières heures avec les joueurs? Est-ce que c'est une mission différente d'être sélectionneur du Mali ou d'être sélectionneur des autres nations que vous avez eu soit à très court terme ou soit comme la Gambie que vous avez eu à plus long terme, que vous avez développé, que vous avez amené pour la première fois en Coupe d'Afrique puis en quart de finale? Il y a des choses qui sont les mêmes et il y a des choses qui sont différentes. Chaque pays a son ambition, peut-être pas toujours visible pour la public, mais au Namibie, quand j'arrive, mon premier job comme sélectionneur, Namibie a perdu 11 matchs de les derniers 12 matchs quand j'arrive et j'échange tout. Mes premiers 3 matchs, 2 victoires, un match nul sont aussi là-bas. Des bons résultats, improuver le FIFA ranking avec 35 positions, quelque chose comme ça, sont dans chaque pays que j'ai fait quelque chose. Maintenant, la situation est différente.
c'est seulement dommage que j'arrive après 4 matchs pour la qualification du Coupe du Monde, parce que mon ambition est claire, je veux aller au Coupe du Monde avec un pays africain. Et c'est dommage on est quatrième dans notre groupe. Les premiers 4 matchs, Mali n'a pas commencé bien avec seulement une victoire à domicile contre Tchad et avec à domicile une défaite contre Ghana, un match nul contre Centrafrique et seulement un match extérieur, un match nul contre Madagascar. C'est un peu dommage que je ne peux pas commencer avec clean sheet, commencer avec 0 comme tous les autres. Mais on a commencé pour la Coupe Afrique et je pense qu'on a bien commencé. Je suis arrivé 7 jours avant le match. Je n'ai pas fait mon sélection pour septembre, mais on a fait notre travail. Les premiers 6 matchs, on a 4 victoires, 2 matchs nuls, incassé 1 but. Les plus grandes victoires avec 6-0 des dernières 50 années pour Mali sont, je pense qu'on a bien commencé, mais on sait qu'il y a des problèmes avant que j'arrive entre la fédération et quelques joueurs. C'est pas facile, mais j'ai travaillé avec les joueurs qui sont disponibles et qui font tout pour le pays. Et pour le moment, on a créé des résultats raisonnables, je pense. Bon, pour l'instant, vous êtes effectivement 4e de votre groupe, le groupe I des qualifications pour le Mondial 2026, à 6 points du Ghana leader. Il reste 4 matchs, vous allez encore jouer justement le Ghana, les Comores, Madagascar pour essayer, et le Tchad également pour essayer d'accrocher la première place, voire être meilleur deuxième. Mais le parcours du combattant est très long, puisqu'il y aura peut-être une 10e sélection africaine qui devra jouer une sorte de Final Four. Pour des barrages continentaux, puis le vainqueur jouera un barrage intercontinental. Hamza, il en parlait à l'instant, Tom Senfit, il a récupéré la sélection du Mali en août dernier. C'était un bordel pas possible. Des joueurs importants, des cadres, avaient clairement annoncé leur boycott de la sélection. Il faut expliquer ce qui s'est passé réellement. Oui, effectivement. Alors, il y a déjà l'aspect sportif, cette élimination face à la Côte d'Ivoire en supériorité numérique en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Puis arrive la trêve internationale du mois de juin avec cette défaite qui fait très très mal à la dernière minute à domicile face au Ghana. Ensuite, un match nul c'était un match délocalisé en Afrique du Sud, mais face à Madagascar. Du coup, la situation déjà sportive en qualification était peut-être plus compliquée, mais elle était davantage institutionnellement, avec déjà une situation autour du président de la fédération qui était en prison, et puis la fissure entre des joueurs cadres de la sélection et la fédération. D'ailleurs, coach, vous, quand vous arrivez, dans quelle disposition vous retrouvez ce groupe, dans quel état psychologique vous retrouvez ce groupe en septembre, tout en sachant, vous l'avez évoqué, qu'il y a des joueurs, on pense évidemment au capitaine Amari Traoré, mais pas seulement, qui se sont mis soit à l'écart, soit qui ont été écartés par la fédération? Oui, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas venus pour septembre. M'excuse, c'est mon adjoint Conti Aliou Badara qui a fait la sélection avant que j'arrive, mais beaucoup de joueurs ont refusé de venir. On a trouvé un groupe qui est motivé de jouer pour nous, mais naturellement, quand j'ai commencé, il y a beaucoup de doutes parce qu'il y a beaucoup de grands noms pas disponibles. On va former une nouvelle équipe, jamais jouer ensemble. Beaucoup de joueurs qui font leur début ou vraiment leur début comme titulaire dans l'équipe nationale. Mais pour moi, c'est une situation que quand tu arrives comme sélectionneur, comme entraîneur dans une nouvelle équipe, il y a toujours un problème avant que tu arrives. C'est normal. Autrefois, il n'y a pas de changement d'un entraîneur. Maintenant, il y a un extra sportif problème avec quelques joueurs et la fédération, mais j'ai concentré aux joueurs qui sont disponibles. J'ai analysé les qualités. J'ai discuté beaucoup avec mon staff ensemble et on a commencé de travailler ensemble et trouver la meilleure stratégie pour gagner des points. Et naturellement, pour le deuxième match ou le deuxième date FIFA en octobre, quelques autres joueurs sont revenus aussi en novembre. Et maintenant, je pense qu'on a une bonne équipe pour être compétitif en Afrique. Cédric, tu voulais réagir également, tu connais bien la fédération. Tout à l'heure, tu parlais du président de la fédération malienne, Mamoutou Touré, qui est sorti de prison il y a 2 semaines seulement. Il avait été même réélu pour un nouveau mandat de président de la fédération, de la FEMAFOOT, alors qu'il était encore en prison. Cédric, il y a le cas Amari Traoré, bien sûr, qui lui a pris un peu pour tous les
tous les rebelles de la sélection, entre guillemets, qui estimaient qu'ils n'avaient pas été aidés, qui réclamaient des meilleures structures au sein de la sélection pour mieux travailler, avoir des résultats. Comment tu vois ça? Quel regard tu portes là-dessus, toi? Déjà deux choses, c'est important ce qu'il dit Tom Saintfiet. Lui, il doit faire abstraction de ce qui s'est passé avant, même si la réalité est là, et on se rend compte que plus les rassemblements avancent, et plus il y a une normalisation des relations avec tout le monde. Donc c'est bien. Je sais qu'il y a des membres de la fédération qui sont allés voir Amari Traoré, ils sont allés voir tous les cadres qui sont peut-être pas venus sur les premières sélections. Donc l'idée, c'est que la sélection avance autour de Tom Saintfiet, autour d'un projet commun. Ensuite, on dit qu'il y a eu des problèmes extrasportifs. Je vais juste rétablir, c'est un problème sportif qui a poussé Amari notamment, qui n'était pas au rassemblement en question, ce voyage en Afrique du Sud face à Madagascar. Il était blessé, il s'était fait une rupture des croisés. C'est juste que les joueurs sont arrivés quelques heures avant un match décisif, avec un voyage de plusieurs dizaines d'heures lors d'un rassemblement très important. Et c'est suite à ça que les joueurs ont décidé de râler. Donc le problème, il est sportif. Hein. Les joueurs ne demandent pas des choses exceptionnelles. Est-ce que sur la forme, c'était bien ou pas? En tout cas, sur le fond, il y avait un souci. Donc la présence de Tom Saintfiet, notamment, va aider à normaliser les choses et à retrouver l'apaisement et un projet commun pour tout le monde. Vous avez connu, Tom Saintfiet, des galères, c'est vrai, hein, qu'on dit parfois de manière un peu rapide, propre au continent africain. Est-ce que vous avez le sentiment que vous travaillez dans de très bonnes conditions aujourd'hui au sein de la fédération malienne et à la tête de la sélection, surtout par rapport à d'autres sélections? Est-ce que là-dessus, vous avez des garanties également d'indépendance et de tranquillité au quotidien quasiment? Qu'est-ce que je vais dire? Je pense qu'il y a toujours possibilité pour improver dans chaque chose, comme fédération, comme équipe, comme staff, on peut toujours improver. Naturellement, je comprends la situation qui a passé avant. Mais pour moi, c'est jamais raison de faire un boycott contre une équipe nationale. Je comprends que des choses doivent être mieux et quelque chose ne sont pas acceptables. Mais comme joueur, comme entraîneur, tu es un peu ambassadeur d'un pays. Tu joues pour 23 millions maliens, tu représentes un pays et aussi tu as une occasion pour qualifier pour une Coupe du Monde, aussi quand les votes ne sont pas bien réglés, aussi quand il y a des problèmes, quand il n'y a pas de paiement, il n'y a jamais une excuse, pas de faire tout pour qualifier pour une Coupe du Monde, pour une CAN, pour gagner des matchs et pour faire tout pour le pays. So, pour moi, c'est un peu double. Naturellement, c'est pas parfait, c'est clair, mais il y a presque jamais un pays qui est parfait. Peut-être en Europe, il y a quelques pays qui sont presque parfaits, mais naturellement, dans le football, tu veux toujours plus comme entraîneur, comme joueur, tu veux toujours improver les manières de voyage, les hôtels, les staffs, des choses comme ça, mais on est aussi limité financièrement, il y a les limites, on doit comprendre ça aussi. Donc pour moi, il n'y a jamais une excuse, je suis fier d'être sélectionneur du Mali. Chaque joueur, je demande qu'il est fier de représenter son pays et on doit faire tout ensemble pour le meilleur résultat, aussi quand les conditions ne sont pas parfaites. Bon, vous avez en plus maintenant un nouveau centre d'entraînement et ça c'est important, faire progresser la sélection. Question rapide concernant Amari Traoré. Lui il a dit qu'il a eu des échanges avec vous notamment il y a quelques mois. Est-ce qu'il est susceptible de revenir au sein de la sélection pour le prochain rassemblement, Tom? J'ai parlé en septembre déjà, j'ai appelé Amari Traoré après son blessure, après que j'ai signé le 14 septembre, on a parlé pour quelques minutes et après on a resté en contact. J'ai parlé aussi la semaine passée avec Amari et peut-être dans la future, il joue mais pas tous les matchs. Quand il est prêt et quand la situation est là, il peut retourner dans l'équipe nationale, mais on va voir. Pour moi, on ne peut jamais dépendre d'un joueur. Mali a beaucoup de talent et c'est peut-être le plus grand problème d'une équipe qui pense qu'il y a seulement quelques joueurs qui peuvent donner la victoire.
On a beaucoup de talent et quand un autre joueur est blessé ou pas disponible, il y a toujours un autre qui peut jouer dans cette position. On a beaucoup de joueurs de haut niveau en Europe, en Afrique, en Asie. Il y a toujours des alternatives et pour moi, je ne suis pas fixé au nom. Je sais, aux médias, ils aiment de parler les grands noms. Pour moi, ce sont des joueurs qui sont disponibles. Pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement disponible et qui peut faire tout pour l'équipe, qui peut donner la victoire. Et c'est le grand problème plusieurs fois en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui pensent les grands stars sont importants pour la victoire. C'est après Drogba a fini son carrière comme dans la sélection ivoirienne qui sont champions d'Afrique. Champion d'Afrique, oui. Et il y a aussi Ghana en 2010 aux Coupes du Monde. C'est sans Essien. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas disponibles. On ne peut pas parler seulement des grands noms. J'ai tout de respect pour les grands noms. Ce sont des grands joueurs avec une grande histoire. Mais on a beaucoup des autres noms qui peuvent jouer et peuvent faire tout pour l'équipe nationale et peut donner des victoires. C'est vrai. Cédric. Ouais, c'est hyper important ce que Tom Saint-Fit dit. C'est qu'en Afrique, on a souvent été limité par le statut du joueur. Et pendant longtemps, il y avait des sélections où il y avait 2, 3, 4 joueurs qui jouaient dans des top clubs, plus des joueurs avec une carrière un peu plus normale, et il y avait des différences de statut, de traitement de la part des dirigeants, de la part du public, qui aiment avoir des joueurs qui jouent en Première Ligue, en Liga, etc. Mais ça crée des dissensions au sein même des sélections. Et ce qui est important aussi dans ce qu'il dit, c'est que lui, il veut faire un groupe, même s'il doit laisser des très bons joueurs à la maison. Souvent, on a du mal à le comprendre partout. Ça a été le cas pour des grandes nations, même comme la France. En 98, il y a des noms qui sont restés à la maison. Mais en Afrique, comme on a mis un peu plus de temps à mettre des très bons joueurs dans des très bons clubs en Europe, on a l'impression qu'il fallait absolument les additionner, les multiplier, quitte à déséquilibrer un groupe. Mais c'est avec un groupe bien équilibré et sain qu'on va loin dans les compétitions. Après, évidemment qu'il faut du talent. Mais parfois, c'est un petit peu jouer contre ce camp d'aligner trop de joueurs avec la même spécificité. Alors nous, on ne comprend pas. On était sur place en Côte d'Ivoire, à Den Arkan, Tom. On pensait que c'était la bonne pour le Mali, parce que le Mali jouait bien. Le Mali est resté sur 9 matchs sans défaite consécutivement. Le Mali, Hamza l'a rappelé, jouait à 11 contre 10 dès la 40e minute contre les Ivoiriens, mené 1-0. Et tout s'est effondré, comme s'il y avait un syndrome malien, comme s'il y avait une sorte de complexe historique. Franchement, Hamza, c'est une anomalie, sans jeu de mots. Le Mali qui a un palmarès absolument vierge. T'as connu une génération complètement folle. Avec un trio au milieu de terrain, t'avais un gars du Real, t'avais un gars du Barça, t'avais un gars de la Juve, je pense à Momo Sissoko, bien sûr, c'est de Keita, Gila Diarra. Hamza, on est un peu impatient avec le Mali peut-être, mais c'est presque une anomalie que ce pays-là, avec ce vivier-là, n'ait pas réussi encore à glaner au moins une Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire. Oui, impatient, et je pense à juste titre. On avait le cas du Sénégal qui du coup a remporté sa Coupe d'Afrique des Nations, et j'ai envie de dire aujourd'hui en Afrique il reste le Mali aujourd'hui qui n'a pas encore récupéré ce sacre continental, et effectivement c'est un peu un syndrome Mali dans le sens où c'est toujours l'équipe que l'on attend, c'est toujours l'équipe sur cette dernière décennie ou sur ces dernières Coupes d'Afrique des Nations qui est rafraîchissante, qui est agréable à voir jouer, parce que le Mali est l'une des plus belles équipes. Encore une fois, au milieu de terrain, il y avait un vivier assez important. Et puis arrive l'instant clé où sur un match à élimination directe, ça ne passe pas. Et il y a une autre stat qui est folle. Depuis septembre 2021, le Mali, c'est 4 défaites seulement, toutes compétitions confondues, même avec les matchs amicaux. Mais les 4 défaites, ce sont celles qui comptent. C'est la Côte d'Ivoire, c'est la Tunisie en barrage de Coupe du Monde. C'est un match de qualif face à la Gambie où justement Tom Saint-Fit était de l'autre côté. Donc effectivement, aujourd'hui, est-ce un problème psychologique, Cédric ? Oui, on parle de ce match face à la Côte d'Ivoire. J'y étais, j'étais assis à côté de Seydou Keita où évidemment on a mal vécu les choses. Déjà face à la Côte d'Ivoire, on a un petit complexe d'infériorité depuis des années. C'est un derby qu'on ne gagne pas souvent. Et c'est vrai que c'est un match qu'on domine de la tête et des épaules. On est en supériorité numérique. Alors on rate un penalty en début de match, mais on marque par Dorgelès un but magnifique. Et puis c'est vrai que c'était une compétition qui était très ouverte. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité à nouveau de gagner une CAN ? C'est une vraie question. Donc, Top Saint-Fit est arrivé après la qualification, mais au milieu des qualifs de la Coupe du Monde. Donc, il a beaucoup de travail, il le sait, pour construire un groupe, pour voir sur quel cadre il peut compter. Le talent, on l'a. Donc, s'il arrive à mettre la bonne mentalité avec des joueurs qui arrivent en pleine forme au Maroc, il y aura un coup à jouer. Mais c'est vrai que l'aspect psychologique de cette défaite face à la Côte d'Ivoire, il a été énorme. D'ailleurs, face au Ghana, on perd à nouveau
dans les dernières minutes, et ça a fait mal dans ces éliminatoires-là. Et je pense que c'est encore le traumatisme qui est présent. On voit le groupe là. Ouais, alors le groupe, on va rappeler le groupe A de la CAN, Maroc, pays hôte bien sûr, Mali, Zambie, Comores. Tom, vous nous avez beaucoup parlé depuis le début de l'After Afrique, là, de l'objectif mondial, même personnel, pour le Mali, vivre enfin une Coupe du Monde avec le Mali. Il y aura 9 sélections africaines. Vous parlez moins pour l'instant de la CAN. Quel est votre objectif justement? Est-ce qu'on a le droit de poser la question simplement? Est-ce que le Mali ambitionne une victoire finale au Maroc en décembre prochain? Pour moi, oui, mais on a vu, et on a discuté aussi dans le studio aujourd'hui, que Mali a beaucoup des années des grands talents, des joueurs de grandes équipes, et chaque CAN, ils ont un des favoris. Mais la réalité est, en 2012-2013, ils ont 2 fois 3e, et après, ils sont 11e, 12e, 10e, et le meilleur résultat, c'est le CAN au Côte d'Ivoire avec une 7e place. Et ce n'est pas le niveau pour Mali. On est arrivé 6e avec Gambie en 2021. C'est mieux que la 7e position pour Mali, les dernières CAN. Ça dit qu'on ne peut pas être content avec un quart final. Ce groupe, et on a discuté ça quand j'y signe, c'est aussi dans la conférence de presse, va aller minimum aux demi-finales. Et l'ambition doit être là de rester jusqu'à la fin. Mais je sais, il y a peut-être 10 pays avec la même ambition. Il y a les pays d'Afrique du Nord, il y a les grands d'Afrique de l'Est avec Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal. Mais il y a aussi les grands noms comme RD Congo, Afrique du Sud, Burkina Faso et Mali qui peut aller au CAN pour gagner les titres. Mais je pense qu'on a un bon groupe, on a une bonne qualité. On est dans un groupe acceptable pour la qualification dans la première poule. Et quand tous les joueurs sont disponibles, que je veux qu'ils viennent, on doit être prêt pour un bon résultat, mais ça doit être mieux que les dernières 5 CAN parce que pour moi, 12e, 11e, 10e et 7e, ce n'est pas le niveau du Mali. Quelles sont les forces, Hamza, de la sélection malienne aujourd'hui? Il y a des noms moins ronflants que par le passé, il y a des joueurs un peu éparpillés dans le monde entier ou sur plusieurs continents. Quels sont les leaders du Mali aujourd'hui? On pense évidemment à Yves Bissouma qui, en plus sur le rassemblement le dernier rassemblement donc au mois de mars face aux Comores avait été brillant. Moi j'aime beaucoup Kamori Doumbia aussi dans l'entrejeu qui a un profil assez particulier, mais encore une fois, bizarrement les premiers noms que je sors ce sont souvent des milieux de terrain du côté malien. C'est la qualité de cette équipe. Bizarre. Est-ce qu'il y a des faiblesses ailleurs ou est-ce qu'il y a trop de qualité? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là. Beaucoup de qualité dans l'entrejeu. Comment tu l'expliques ça? Parce que historiquement, le Mali a fourni des milieux de terrain internationaux de top niveau, quoi. Ouais, et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur l'addition des talents. Évidemment qu'on a trop de milieux de terrain. Et les compétitions se gagnent derrière et dans les deux surfaces de réparation. Donc c'est pour ça qu'il y a du beau jeu, mais pas forcément des titres à la fin. Donc c'est sûr que moi en tant que supporter je préfère en avoir 2-3 de moins et avoir peut-être un attaquant. On les a les attaquants de qualité, mais sans blessure dans des clubs de très, très haut niveau qui jouent régulièrement, et ça c'est vrai que sur certains postes on n'a pas forcément cette régularité. Notre meilleur attaquant à la CAN c'était Lassine Sinayoko, qui est un super joueur, mais c'était un attaquant qui évolue en Ligue 2 du côté d'Auxerre. Il réalise une fin de saison intéressante du côté d'Auxerre, mais l'Algérie a gagné avec Riyad Mahrez à Manchester City, le Sénégal avec Sadio Mané du côté de Liverpool. C'est quand même avec des très très grands joueurs en général qu'on gagne des titres, même si un groupe c'est important. Donc il y a aussi le Bilal Touré qu'on peut citer également. Oui, que j'ai croisé à Stuttgart justement fin janvier, qui est souvent aussi blessé, mais quand il est sur le terrain c'est un joueur de très très haut niveau, et l'association avec Kamori Doumbia d'ailleurs elle est hyper intéressante. Donc je pense qu'offensivement on peut avoir des solutions. Après je trouve que ce soit Bissouma ou Kamori, c'est pas une saison où ils jouent énormément, et c'est vrai que c'est ça un petit peu qui nous manque, des joueurs qui jouent leurs 30-35 matchs
par saison qui sont des cadres aussi dans leur club pour apporter à la sélection. C'est un Tu vrai... citais Nico Vas-y, Hamza. El Bilal Touré, juste rappeler, il n'était pas là à la dernière CAN parce qu'il revenait de blessure. Il y avait une petite problématique entre l'Atalanta et le staff technique. Manifestement, l'Atalanta n'aurait pas forcément joué le jeu parce qu'il sortait d'une très longue blessure. Et du côté du club italien, on ne voulait pas forcément qu'il aille disputer cette CAN. Après, ce sont les aléas. Vous êtes d'accord avec Cédric Kanté, Tom Senfit, quand il dit que j'aimerais bien qu'il y ait 2-3 milieux de terrain en moins, mais qu'on ait un effectif plus homogène, défensivement, offensivement, et dans le but également. Le but actuellement, c'est Djigui Diarra qui joue en Tanzanie aussi. Il y a un certain déséquilibre au sein de la sélection en termes de talent. Non, c'est clair qu'il y a beaucoup de talent au milieu du terrain et c'est le développement au Mali. Il y a Jean-Marc Guillou avec une académie, il y a l'académie du Gorée, il y a des grandes académies, aussi des bonnes académies avec des clubs. So, il y a beaucoup de talent et plusieurs fois, il y a des peuples qui me demandent pourquoi lui n'est pas sélectionné, mais je peux sélectionner 14 joueurs qui veulent jouer au milieu du terrain et on peut justement jouer avec 4-5. On a beaucoup. On a Liu Dieng, on a Kamara, on a Sissoko, on a Lassana Koulibaly, on a Yves Bissouma, on a Haidara, on a Samaseko de Corée. Il y a une grande liste de joueurs incroyable. et il y a toujours il y a une grande liste et toujours de nouveaux joueurs. En défense, je pense qu'on n'est pas mauvais. J'ai fait maintenant 8 matchs compétitifs avec Mali. On a encaissé un but dans 8 matchs. C'est la meilleure défense en Afrique pour le moment, les derniers 8 matchs compétitifs. Et on a marqué 13 buts. On a la plus grande victoire contre Eswatini. On a des attaquants comme El Bilal Touré. Il y a un jeune attaquant comme Mamadou Doumbia qui joue avec Watford. On a Moussa Silla Schalke. On a Gaussa Diarra à Istanbul Sport. C'est peut-être pas les grands clubs comme on a dit, Liverpool ou Manchester City, mais ce sont des bons joueurs qui jouent au haut niveau. Il y a aussi Sinayoko avec Auxerre qui a marqué 4 buts cette année. Il y a des possibilités, mais quand tu as une bonne défense et un bon milieu de terrain, tu dois seulement marquer un but pour gagner un match. Et peut-être c'est une mentalité différente. Il y a beaucoup de peuples qui n'aiment pas que je dise ça, mais c'est la manière qu'on a fait avec Gambie. On a marqué plusieurs fois seulement 1-0 contre Tunisie, gagné 1-0 contre Maroc, 1 contre Algérie. Et c'est professionnel. Tu dois pas jouer avec une rêve que tu es la meilleure équipe quand tu n'as pas dans chaque position peut-être le meilleur joueur, mais tu dois, comme sélectionneur, prendre des choix. Peut-être le public n'aime pas, mais pour la victoire, c'est nécessaire. Et on doit jouer professionnel au CAN dans chaque match de qualification pour gagner chaque match avec notre qualité. On a les autres équipes ont aussi des qualités, mais ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Et je pense qu'on a beaucoup de stabilité maintenant. On a une bonne défense bien au milieu et je suis satisfait avec les attaquants disponibles pour le moment. Et Pep Guardiola il se régalerait avec le Mali, lui qui rêve de gagner avec 10 milieux de terrain seulement et pas d'attaquants sans défenseur. Il serait très heureux à la tête de la sélection malienne. Méfiez-vous, Tom Senfit. On peut citer également Mamadou Sangaré du Rapid Vienne, grand espoir malien aussi. On n'a pas cité Mohamed Camara. Il y a des binationaux potentiels. Moi, je pense à un joueur, Malik Yalkouyi. On en a parlé justement sur le podcast ivoirien parce que c'est un binational et malien et ivoirien. À voir quelle sélection il choisira. D'ailleurs, coach, au niveau des binationaux, quelle est votre politique ? Ça, c'est le sujet préféré d'Hamza, coach. Sachez-le. C'est comme ça que le Maroc a développé ces dernières années. Ouais, pour moi, chaque joueur qui peut jouer pour Mali est bienvenu. J'ai parlé avec Malik Yalkouyi, il visite lui. Ce temps-là, il a dit il est disponible, il va venir pour la prochaine sélection pour l'équipe nationale. On a resté en contact, mais en mars, il n'a pas répondu son sélection. Le problème est il y a des joueurs qui veulent représenter leur pays, mais il y a aussi plusieurs fois des parents ou des agents qui influencent le choix d'un joueur, qui pensent qu'il y a toujours quelque chose de mieux. Quand un joueur décide de ne pas venir, je ne vais pas crier
Malik Yakou est un bon joueur, mais j'ai 13 autres très bons joueurs au milieu du terrain. Quand je vais crier pour les joueurs qui ne viennent pas, je ne suis pas sélectionneur. On a 23 millions de Maliens, on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer très haut niveau de football et on va jouer avec une équipe qui va jouer 100% avec le cœur parce que quand tu as 80%, quand votre note est 80 qualités, un autre joueur a 60 qualités, mais tu donnes seulement 50%, c'est 40, et l'autre donne 100%, le joueur avec 60 donne plus pour l'équipe nationale que le joueur qui a 80 et qui donne seulement 50% de ses qualités. Pour moi, les qualités sont importantes, mais pas le plus important. C'est la motivation, l'ambition, les disciplines et l'amour pour représenter leur pays. Bien C'est sûr. plus important pour gagner quelque chose au Cannes et pour aller aux Coupes du Monde. Et puis l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations regorge de sélections sans star. On peut parler de la Zambie, qui ont réussi à aller au bout de la compétition. Tu voulais. Ouais, c'est tellement ça en fait. Hein. C'est vrai que, alors moi je suis pas sélectionneur, je suis pas président de la Fédé, c'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est vrai que moi, des joueurs qui tergiversent de 24, 25 ans, 26 ans, je veux venir, je veux pas venir, on attend de voir s'il y a une autre sélection qui est plus bankable. Il y a l'agent qui dit que oh, mais attends, je choisis pas tout de suite le Mali parce que peut-être tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. C'est quand même insupportable. C'est l'inverse de ce qu'une sélection demande. Tom Saint-Fit l'a bien dit, on joue avec le cœur. Nous, on a choisi notre sélection il y a très longtemps. Il n'y avait pas d'hôtel 5 étoiles, il n'y avait pas de perspective. C'était juste vouloir représenter le pays de mon père en ce qui me concerne, ou le pays de mes parents. T'as choisi à quel âge, toi? T'as commencé à quel âge en sélection malienne? J'ai choisi à 18 Et ou voilà. 19. J'ai commencé en espoir avec le Mali. Bon, mon exemple n'est pas forcément le Je te meilleur. pose une question franchement. Est-ce que tu avais quand même l'espoir d'intégrer l'équipe de France ou pas à cet âge-là? Alors j'ai joué en équipe de France jeune en U17, U18 et très rapidement j'ai basculé avec le Mali après avoir vu la Coupe du Monde U20 avec Seydou Keita et Mamadou Bakayoko il y a très longtemps. Ça s'est éclairci pour moi. Et après, mon parcours, pas forcément duplicable, mais c'est vrai que Top 5 Foot l'a dit, c'est le cœur. Et il faut jouer à 100%. C'est pour ça qu'il y a des petites nations. On pense à la Croatie, on pense à la Serbie. C'est des tout petits pays, mais ils jouent à 200%. Pour le pays. Et en plus, ils ont de la qualité. Donc, ça donne des super résultats. Comment vous faites? Est-ce que vous, on en parlait avec Emers Faye il y a un mois, Hamza Ensemble, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui lui appelle directement des binationaux. Il nous a notamment révélé qu'il avait rencontré plusieurs fois Désiré Doué avant qu'il choisisse de porter le maillot de l'équipe de France. Comment vous faites? Est-ce que vous directement vous appelez des joueurs qui évoluent en Europe, qui sont binationaux, et quels arguments vous utilisez si vous allez jusque-là dans votre démarche? Pour moi, c'est pas important d'appeler chaque joueur parce que quand j'ai des bons joueurs dans votre position, pourquoi je peux pas promettre quelque chose? Quand seulement je vais parler avec chaque joueur, je vais expliquer qu'il a un profil intéressant. Pour moi, les visites sont importantes. Je suis maintenant 8 mois sélectionneur du Mali et j'ai visité 33 joueurs en Europe et en Asie. Les visites directes, je vais expliquer, mais je ne vais jamais promis quelque chose parce que, comme j'ai dit, quand tu es sélectionneur d'Éthiopie ou Tanzanie et tu as 1, 2, 3 joueurs en Europe qui sont binationaux, tu vas pousser et dire hey, on a besoin de vous, tu es crucial pour nous. C'est pas correct quand je fais ça. J'ai des bons joueurs dans chaque position avec une bonne réputation en Europe et en Afrique. Chaque joueur qui a la possibilité de jouer pour l'équipe nationale, je vais parler avec le joueur, je vais expliquer notre manière de travail, notre professionnalisme, parce que je travaille avec un bon staff très moderne, avec tout les data qu'on a et avec des connexions avec les clubs, mais c'est enfin le choix. Quand je dois pousser pour un joueur pour revenir à l'équipe nationale ou venir à l'équipe nationale, c'est pas un bon choix. Tu dois venir parce que tu veux jouer pour ton équipe nationale. Et il y a beaucoup de joueurs, après leur carrière ou quand ils sont 28, 29, qui pensent m'excuse, merde, mais pourquoi j'ai pas joué pour mon équipe nationale? Et il y a beaucoup de joueurs comme ça, mais c'est leur problème. Comme je dis, j'ai beaucoup de choix et je vais jamais parler qu'il manque lui ou lui. Au Mali, il y a beaucoup de bons joueurs et je veux seulement travailler
comme vous avez dit, Zambie, Croatie, mais il y a aussi Islande. Il y a beaucoup de pays Oui, bien comme sûr. ça. Pas les grands noms, mais le grand cœur. Et naturellement, on a les grands noms, on a des bons joueurs, mais le cœur va décider. Parce que quand seulement la qualité décide, pourquoi Mali est seulement 7e, 10e, 11e, 12e ou les dernières 10 années au Cannes, quand c'est seulement la qualité, c'est pas normal. C'est quelque chose qui manque et je pense que c'est le cœur, c'est la mentalité, le psychologique, faire tout pour ton pays, veut mourir pour ton pays qui manque les dernières 10 années et je veux changer ça. Cédric. Ouais, c'est vrai que quand ça va dans le sens du sélectionneur qui va quémander un joueur qui a un certain statut, et le souci, le piège, c'est que souvent le joueur, comme il vient pas pour le cœur, il vient parce qu'on le sollicite, souvent il demande des garanties. Et ça, je veux dire, c'est l'inverse, encore Bien une sûr. fois, de ce qu'une sélection attend. Il y a un groupe, il y a une nation, on représente un pays, et toujours ce problème de statut. C'est pour ça que, encore une fois, je suis d'accord avec lui, il faut pas aller, il faut répertorier, faire un travail en amont, comme a fait le Maroc, avec des moyens, parce que des binationaux, bon, les Marocains, il y en a en France, mais il y en a aussi aux Pays-Bas, il y en a en Belgique, il y en a en Espagne. Ils ont fait un travail exceptionnel. Mais du coup, le joueur, quand il choisit, alors il peut parfois mettre un peu plus de temps. Brahim Diaz, au Real Madrid, on ne va pas lui reprocher de ne pas avoir choisi à 15 ans. Mais je peux vous dire que maintenant, personne ne discute sa place en sélection, parce qu'il donne tout. Non seulement il est décisif, mais en plus, même quand il ne joue pas, il vient voir les matchs. Et ça, c'est fantastique. Et c'est vrai qu'on a des binationaux franco-maliens notamment, et c'est vrai que souvent ils attendent l'équipe de France jusqu'à 24, 25, 26, Oui, mais et puis après ils demandent des garanties, et puis si c'est pas t'as assez... raison, Cédric. Après, le Maroc aussi a réussi à, je passe le mot, convaincre certains futurs cracks qui évoluent en Europe, binationaux, parce que la sélection a eu des résultats, parce qu'il y a un projet aussi, un discours très fort, et Évidemment. la Coupe du Monde a forcément aidé à en convaincre certains de rejoindre la sélection. C'est pas encore le cas du Mali, à qui il manque encore une fois un palmarès, un parcours, tu vois, éloquent, quoi. Ouais, alors sans manquer de respect aux joueurs, certains joueurs qui ont refusé, ce sont pas non plus des joueurs qui jouent la finale de Ligue des Champions, Tu veux pas balancer des noms, tu ou penses à qui qui, peuvent là jouer titulaire en Un équipe attaquant à d'Espagne. Lyon, passé par Lyon. Non, mais d'ailleurs, on parle de Dembélé, moi j'ai eu au téléphone, c'est un amoureux du Mali, c'est un Malien. Il a eu des soucis avec un club qui lui appartient aussi, avec la fédération. Oui. Et c'est ce que j'allais dire. Il faut aussi être capable d'offrir un cadre où le joueur peut s'épanouir. Si c'est juste pour dire oui, mais t'es malien, pourquoi tu viens pas jouer avec nous? S'il voit qu'il y a des Bien problèmes, sûr. si sportivement c'est la même chose avec Pléa qui joue à Mönchengladbach. Je sais qu'il a eu des gens de la fédération, on a poussé pour qu'il vienne parce que c'est un joueur. Moi, je suis un grand fan. En plus, il est passé par Nice, donc évidemment. Mais si lui, il sent pas ce cadre-là, après, chacun est libre de son choix. Mais c'est vrai que leur courir après, leur promettre des choses, il faut qu'ils viennent pour le Mali et pas pour eux. Et puis il y a un point très important qu'il faut quand même, sur l'état d'esprit, je tiens à insister sur un point central, c'est que tricher sur l'état d'esprit en Afrique, c'est pas possible. Parce que les longs déplacements, il faut les faire tous les mois ou tous les 2 mois, à chaque rassemblement. Quand il faut aller jouer en Afrique du Sud, à Madagascar, en Éthiopie, parfois vous allez jouer dans des coins où il y a une humidité de 80%, vous allez jouer à 14h. C'est pas la même chose que lorsque vous choisissez avec un état, ou lorsque vous allez à reculons pour jouer pour une sélection européenne, par exemple, où les déplacements, les conditions sont top. C'est pas toujours le cas en Afrique, donc si vous n'y allez pas avec le bon état d'esprit, rapidement, vous allez être en difficulté. Exactement. Justement, puisqu'on parle des conditions en Afrique, il faut être motivé encore plus pour aller jouer sur des terrains parfois compliqués, même si on l'a vu, Ouais, dans les Arcanes, ça a c'est évolué fini. désormais. Ça n'a rien à voir avec ce Ton que j'ai époque. pu connaître entre Voilà. les terrains, les heures de match, D'accord. les hôtels. Aujourd'hui, ça va. Quand je vois les hôtels 5 étoiles où vont les jeunes Maliens, je me dis on est d'accord, ça. j'aurais dû jouer plus tard. Tom, quand vous avez démarré avec la Namibie notamment, et aujourd'hui le Mali, 17 ans plus tard, vous voyez que ça a changé, qu'on est en progrès sur les infrastructures, dans n'importe quel pays d'ailleurs? Oui, je pense, de temps que je commence, il y a des petits pays et des grands pays. Maintenant, aussi les petits pays, il y a de bons développements, de bonnes infrastructures, de bons entraîneurs locaux, les niveaux est plus haut. Maintenant, c'est plus compétitif. On a vu ça, les pays comme Comores, comme Mauritanie, comme Gambie, ce sont maintenant les équipes Cap-Vert respectables en Afrique. Avant, c'est seulement les plus grands noms et maintenant, le niveau est plus grand. Mais je pense que, comme vous avez discuté, c'est important qu'on
mon épreuve aussi dans la manière de voyage, les hôtels, pour les qualifications. J'ai travaillé avec Philippines pour quelques mois et il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent pourquoi j'ai fait ce choix. Je dois dire qu'avant, je suis en discute avec Cameroun et Ghana, mais parce qu'il attend longtemps, j'ai choisi pour Philippines. Mais aux Philippines, tous les joueurs sont binationaux. Et tous les joueurs jouent en Europe, en États-Unis, et chaque joueur a voyagé business class, Qatar Airways. J'ai travaillé avec 2 physios belges, 2 analystes vidéo d'Europe qui viennent avec moi, 2 physical coaches préparateurs physiques qui viennent avec moi. On a toujours resté dans le 5 étoiles des hôtels, des campements, Dubaï avant des matchs. Tout est fantastique réglé. On a Huddle qui ça coûte 35 000 € par année pour les analyses de vidéo, pour tous les data. Et c'est la raison que j'ai choisi pour Philippines, parce que c'est très professionnel. Et quand tu veux parler avec un joueur qui joue en Europe et tu dois voyager 35 heures pour aller au Madagascar et il y a 6 heures en Éthiopie, tu dois rester dans un hôtel, c'est pas réglé, tu dois voyager ici, là-bas, ça n'aide pas, c'est pas professionnel. Et quand tu veux des joueurs, pas seulement les binationaux, parce que ça veut être sans respect pour les vrais Africains qui sont nés en Afrique, chaque joueur qui représente son pays doit être respecté comme il joue avec son club. Quand tu as des joueurs qui jouent avec Tottenham ou avec AS Rome ou Bologna, tu dois faire comme staff technique. Moi, mes entraînements, mes préparations, mes analyses, mes tactiques, mon staff technique, mon staff médical, mais aussi les voyages et les hôtels doivent être le même niveau. C'est important pour respecter les joueurs et pour donner des bons résultats pour le pays, parce que c'est le professionnalisme qui doit improver, qui est improuvé comme 10 ans, 15 ans avant, mais ça doit toujours improver. Quel est votre... on a parlé souvent avec Claude Leroy également, Hervé Renard, pour citer ceux qu'on peut contacter régulièrement. Votre rapport à l'Afrique aujourd'hui, Tom Saintfiet, vous avez la nationalité gambienne également. Qu'est-ce qui vous lie à ce continent et à tous ces pays dans lesquels vous avez travaillé? Où est votre bonheur justement dans ce travail-là? Pour moi, et j'ai dit ça plus de 10 ans, pour moi, un pays africain peut être champion du monde. Les meilleurs joueurs en Europe, ce sont des joueurs africains. C'est ceux qui manquent plusieurs fois quand ils commencent une Coupe du Monde. Ils n'ont pas préparé pour une Coupe du Monde. C'est dans l'organisation, les hôtels, les préparations, dans le staff, tout. Mais aussi pas préparé tactiquement. Il y a les dernières 20 ans, beaucoup de pays qui allaient aux Coupes du Monde avec beaucoup de qualités des pays africains, mais qui jouent en Coupe du Monde comme une Coupe Afrique. Et quand tu es Sénégal, quand tu es Nigeria, quand tu es Cameroun, Tunisie, Égypte, tu joues en Coupe du Monde pas comme une Coupe Afrique, parce qu'en Coupe Afrique, tu es favori, tu es mieux presque comme tous les autres pays. Et quand tu joues en Coupe du Monde, tu es peut-être comme Mauritanie ou comme Gambie ou comme Comores dans un Coupe d'Afrique, sont des autres stratégies, un autre planning, peut-être une autre sélection, parce que quand tu joues contre des pays qui sont mieux que vous, tu dois changer un peu votre stratégie, tu dois avoir besoin d'un plan A, B, C, et ce qui manque plusieurs fois aux Coupes du Monde. Pour moi, les qualités sont là pour les plus grands pays africains, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Nigeria, Côte d'Ivoire. Il peut jouer une finale du Coupe du Monde, il peut être champion du monde. Et l'avantage maintenant qu'il y a plus de petits pays qui sont aussi forts. Il n'y a pas de match facile maintenant en Afrique et ça aide le niveau en Afrique aussi. On s'est déjà posé la question avant la Coupe du Monde au Qatar. Finalement, on s'est rendu compte que les sélections africaines étaient encore loin du niveau pour ambitionner une victoire en Coupe du Monde ou une présence en finale. C'est vrai. En fait, ce qui change et ce qui dit un petit peu à demi-mot, c'est que souvent, aller en Coupe du Monde, c'est une récompense pour les sélections africaines. Alors que ça doit être le début de quelque chose. Sur le plan tactique, sur le plan sportif, évidemment, et à appréhender une Coupe du Monde. Évidemment, c'est pas une CAN parce que vous perdez beaucoup d'influx nerveux avec l'organisation. Souvent, les dirigeants ou l'organisation autour de la sélection, ils ne sont pas non plus prêts au top niveau, mais parce que pendant longtemps, on a eu 5 représentants, parce que souvent ça change. Ce n'est pas des pays qui sont habitués aux Coupes du Monde. C'est pour ça que souvent les sélectionneurs, ils arrivent et ils disent l'ambition, c'est d'aller à la Coupe du Monde.
C'est pas le cas avec les grandes nations européennes. Ils y vont pour gagner la Coupe du Monde. Donc la qualification, pour eux, c'est un petit détail. Bien sûr, exactement. Donc c'est vrai que le statut n'est pas le même quand on y arrive, et ça, on n'a pas encore réussi à C'est déjà un l'appréhender. accomplissement pour beaucoup de sélections africaines d'être présent sur un mondial, mais maintenant avec le nouveau format, les 9 pays, voire 10 pays, peut-être que ça deviendra presque l'ordinaire. Tom Saintfiet, merci beaucoup, on était heureux de vous avoir avec nous. On espère un jour vous inviter directement en studio ici. Je crois que vous faites beaucoup d'allers-retours entre la Belgique et le Mali. Surtout, on espère vous voir à la Coupe du Monde. On sera aussi à la CAN au Maroc. Et là aussi, on va accompagner votre sélection, on l'espère, jusqu'au bout. Merci Tom. Merci coach. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci coach. Encore une fois, un plaisir de l'entendre parler. On sent un homme qui a on le sait, qui a une grosse expérience, qui sait comment appréhender tous les sujets, des binationaux aux structures, au contour de l'effectif. Il a cette fraîcheur un petit peu propre aux Flamands, j'ai envie de dire. Il dit ce qu'il pense, qu'il a sur le cœur. Il est hyper bienveillant. C'est pour ça que quand tu m'as posé la question, quand j'ai vu arriver avec le Mali, je dis voilà, une personne vraie, une personne entière qui est prête à faire. Évidemment, il ne vient pas pour coacher l'équipe d'Allemagne. Il sait qu'il y a des défauts. Il en a eu d'autres dans d'autres pays. Il a commencé il y a longtemps. Mais il va tirer le meilleur de ses joueurs. Il va créer un groupe. Et c'est ce dont on avait besoin après les petites turbulences qu'on a pu connaître. Alors, on conclut ce podcast avec les infos, football africain, Hamza. L'information du jour, c'est Zamalek qui change d'entraîneur. Oui, effectivement, José Peseiro qui a été démis de ses fonctions hier matin. L'entraîneur portugais était en place depuis 3 mois seulement à la tête du club Caïrod. Bilan, une élimination en quart de finale de la Coupe de la Confédération pour le tenant du titre. 7 points de retard sur le leader Pyramides en championnat et une finale de coupe à venir dans un mois. Ce sera donc sans Peseiro. Son remplaçant est déjà connu, l'Égyptien Ayman Al-Ramadi. Toujours en Égypte, cette fois la sélection égyptienne, les Pharaons. Oui, pas de rassemblement pour les Pharaons en juin prochain. Entre la Coupe du Monde des clubs disputée par Al Ahly, sans oublier évidemment Marmouche et Mohamed Salah, la date de la finale de la Coupe d'Égypte en pleine trêve internationale, la fédération a pris la décision d'annuler le rassemblement prévu. Par manque de joueurs disponibles, l'Égypte devait affronter les Comores au Caire. L'Afrique du Sud devra trouver un nouveau sélectionneur également pour l'après 2026. Effectivement, 73 ans, l'âge du sélectionneur des Bafana Hugo Bross. Le Belge a annoncé la semaine dernière qu'il mettra un terme à sa carrière en 2026, soit à l'issue de la Coupe du Monde en cas de qualification de l'Afrique du Sud, soit à l'issue de la prochaine Coupe d'Afrique en février en cas de non-qualification pour le mondial. Voilà, pour ce podcast After Afrique, on s'est régalé encore une fois, la chance d'avoir un sélectionneur pendant quasiment 1 heure et surtout d'avoir Cédric Kanté aussi. Je l'aime d'autant plus qu'il est niçois également. Cédric, Je suis de partout. Pas mal ton CV géographique aussi, c'est pas si mal quoi. Oui, j'ai pris un peu le soleil. T'as pris un peu le soleil et ça Voilà. c'est pas si mal. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je rappelle que t'es Plaisir consultant partagé. également Canal+ à Afrique avec l'excellent Lilian Gatoun C'est ça. qu'on a la chance de croiser souvent quand on couvre l'événement, la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à Hamza, c'était un plaisir aussi de s'appuyer sur son expertise. Merci à Najib également à la production. On se retrouve dans quelques jours, dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce sera Gilbert Brébois pour le prochain épisode. Bonne semaine à tous. Bye bye. RMC After Afrique.